Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous affoler, mais des fous, il y en a. Dans la rue, on en côtoie. Récemment, je rencontre un monsieur, il portait sa voiture en bandoulière. Il me dit, vous ne savez pas comment on détache cette ceinture? Alors je lui dis, dites-moi, lorsque vous l'avez bouclé, est-ce que vous avez entendu un petit déclic? Elle me dit, oui, dans ma tête. Ce type, il est fou allié. J'ai eu envie de le ceinturer, mais quand j'ai vu que sa ceinture était noire, je l'ai bouclé, c'est ça. D'ailleurs, mesdames et messieurs, moi-même, par moments, je me demande si j'ai tout mon bon sens. C'est vrai, je me pose la question. Il y a des jours où je me pose la question, parce qu'il m'arrive des choses que je ne peux pas expliquer. Comment expliquez-vous ça? Par exemple, je rentrais de voyage, je mets ma voiture au garage, qui est juste en face de chez moi, je sors ma valise, distrait, je garde la clé de la voiture à la main, et j'ouvre la porte de ma maison avec la clé de ma voiture. Le temps de réaliser, j'avais fait 30 km. Alors que la route n'était même pas glissante. Comment expliquez-vous ça? Alors je me suis dit, bon, puisqu'en ouvrant la porte de ma maison, avec la clé de ma voiture, j'ai fait 30 km dans le sens de l'aller, en fermant la porte avec la même clé, j'ai fait 30 km dans le sens du retour. Et je ferme la porte à double tour. Et bien au lieu de faire 30 km, j'en ai fait 60. Je me suis retrouvé à 30 km de ma voiture, mais de l'autre côté. Je me suis dit, bon, je vais donner un simple tour de clé, et je vais regagner mon point de départ. La maison qui calme. Une maison qui venait de faire combien? 90 km au quart de tour. Comme sur des roulettes, elle cale et on ne sait pas pourquoi. Alors, obligé de faire les 30 km à pied pour aller rejoindre ma voiture, pour constater devant ma voiture que j'avais oublié les clés de ma voiture sur la porte de ma maison. Alors, j'ai essayé d'ouvrir la portière de ma voiture avec la clé de la valise, la voiture qui se fait la malle. Obligé de refaire les 30 km la voiture à la main en la tenant par la poignée. Et en redoutant de rencontrer le type avec sa voiture en bandoulière. Parce qu'il m'aurait posé des questions idiotes. Alors j'avais plus qu'une chose à faire, c'était remorquer ma maison jusque dans mon garage pour y faire les petites réparations. C'est pas la peine que je continue, les gens ne me croient pas. Je vois bien que les gens ne me croient pas. D'ailleurs, ils ont raison. C'est tellement énorme ce que je raconte. Car c'est énorme. C'est gros comme une maison. Je comprends, mesdames, messieurs. D'ailleurs, les gens sont tellement gentils, ils voudraient me croire. Ils me le disent, monsieur, vous n'avez pas une preuve. Un témoin clé. Et j'en ai un. Il y a un spectateur qui est venu me voir en disant, monsieur, moi j'ai vu votre maison glisser sur la route. Elle a croisé la mienne qui glissait dans l'autre sens. C'est tellement énorme que je ne l'ai pas cru. Je vais vous faire une petite chose amusante. C'était une chose amusante. C'est un monsieur, il jongle avec 3 boules et à un moment, il en fait tomber une. Alors, il la ramasse et il dit, tiens, il m'en manque une. Il n'avait pas vu qu'il en avait une sur le nez. Hein? Ça fait rien. Non, ça fait rien. Faut bien rire un peu, quoi. Hein? D'ailleurs, dites donc, à propos du rire, vous savez qu'on l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Parce que le rire, comme chacun sait ou ne sait pas, le rire, c'est une énergie contenue qui se libère rapidement. Et en se libérant, elle fait vibrer les muscles les plus vulnérables, les plus fragiles, qui se trouvent être les zygomatiques. Madame le fait très bien. Eh bien, supposez que les muscles fessiers... Supposez que les muscles fessiers soient plus vulnérables que les zygomatiques, eh bien, on rirait comme ça. On l'a échappé belle, oh! Vous voyez toute une salle qui rit? Désopilants. Je pouffe! Un rire crispé, ça ferait... Rire aux éclats, je vois pas très bien à quoi ça correspond. On l'a échappé belle, hein? Attention, nos ancêtres riaient comme ça. Nos ancêtres, les primitifs. L'homme des cavernes, le rire caverneux.
Mais les primitifs, quoi. Les primitifs. Je n'ai rien contre les primitifs. Ah, je n'ai rien contre les primitifs, ils ont tout inventé. La pierre taillée, qu'est-ce qui a inventé la pierre taillée? Un primitif. Le feu! Qui a inventé le feu? Un primitif. C'était peut-être l'innocent du village. Un jour, il ne savait pas quoi faire de ses 10 doigts, il a pris 2 pierres, une dans chaque main, aux innocents les mains pleines, d'ailleurs. Il a frotté une pierre l'une contre l'autre, et ça a tout été des étincelles. Alors le chef, un primitif aussi, le chef. Primitif, mais chef. C'est pas incompatible. Tout d'abord, il a vu que du feu. C'est-à-dire qu'il a vu que de la fumée. Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, il a dit, allez chercher le sorcier. Alors le sorcier est arrivé, un sacré primitif aussi, le sorcier. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors le chef a dit, c'est l'innocent. Alors il a dit à l'innocent, refais devant le sorcier ce que tu nous as fait. Alors l'innocent, avec ses 2 petites pierres, il a refait une petite flambée. Alors le sorcier a dit, feu de Dieu, ça sent le roussi. Il a joué avec les amulettes. Il a dit, il faut le brûler. Alors le chef a dit, avec quoi? Et l'autre innocent a dit, avec ça. Et il a mis le feu au bûcher qu'on venait de dresser pour lui. Alors, autour du bûcher, les primitifs, ils devaient se taper le derrière par terre, les dents. Hein. Alors les réflexions, oh ben heureusement qu'il n'a pas inventé la poudre. Parce qu'en plus de le brûler, il aurait fallu le faire sauter. Alors il y en a un qui devait se taper le derrière plus fort que les autres. Ça lui a durci les fessiers. Les fessiers sont devenus moins vulnérables que les zygomatiques. Le rire lui est monté à la gorge. Il a fait... Oui. Il avait inventé le rire sonore. Et on venait de passer du rire muet au rire parlant. Ah ben, ils ont tout inventé, les primitifs, tout. Et moi qui suis évolué... Ah si... Qu'ai-je inventé? Si, parce que l'histoire telle que je viens de vous la conter, là, c'est moi qui l'ai inventée. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Tu as la peau douce et tu fais mon malheur, tu jongles avec mon cœur. Tout le monde est jongleur, on joue tous avec la vie de quelqu'un. Mais moi j'ai le cœur qui tourne et qui fait les bons. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles. Avant je jonglais 3 boules de 3 kilos. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie. Et puis j'en ai pris une sur la tête. Alors j'ai réduit le matériel. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je lançais une boule de 3 kilos à 3 mètres de hauteur, comme ça. Et au moment où elle devait me tomber sur la tête, je faisais ça. Et la boule, flaf. Hein. Et un soir, je lance ma boule de 3 kilos à 3 mètres de hauteur. Au moment où elle devait me tomber sur la tête, je fais ça et je la prends dessus. Je me suis tassé 3 centimètres. Tu as les yeux bleus et tout. Là, voilà. C'est un document. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors on a dit oui, depuis que De Vos a pris une boule sur la tête, il n'est plus comme avant. Il est mieux. Et c'est vrai. Dites-leur que c'est vrai. C'est vrai? Avant, j'étais un mécréant. Je ne croyais ni à Dieu, ni à Dieu. Je me permettais de questionner le ciel. Dieu, si tu existes, envoie-moi une preuve de ton existence. Et lui, irréfutable. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Quand je me suis retrouvé à genoux, j'ai compris que j'avais la foi. Une foi inébranlable. Parce que même avec Dieu, il ne faut pas tenter le diable. Hein. Alors on a dit, oui,
Que n'a-t-on pas dit, n'est-ce pas? Oui, si Dieu a lancé une boule sur la tête de Deveau, c'est pour qu'on parle de lui. Pas de moi, de Dieu. Moi, j'en ai pas besoin. Eh bien, mesdames et messieurs, depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, je l'évite. Du mot léviter, je l'évite, je m'élève dans les airs, oui. De ça, à peu près. Alors les gens, pourquoi ne montez-vous pas plus haut? Non, parce que si j'arrive à vaincre la pesanteur, je ne la supprime pas. Hein. Ah ben Dieu merci, figurez-vous, parce que si on supprimait la pesanteur, cette boule, au lieu de tomber comme une pierre, elle s'élèverait dans les airs comme un ballon, et moi avec, je tomberais en haut. Et là-haut, il n'y a pas de fond. C'est l'éternelle chute, parce que quand on tombe dans un gouffre, il y a un fond. On dit, j'ai touché le fond. Ou on se raccroche à une racine, je sais pas quoi, mais là-haut, à quoi voulez-vous vous raccrocher? À une nébuleuse? Je tomberai en haut. La chute ascensionnelle. Alors les gens, où est De Vos? En pleine ascension. L'irrésistible ascension de Vos. Que fait-il là-haut? Il tourne autour de sa boule comme un satellite. Il est à son apogée. Quand redescendra-t-il parmi nous? Dieu seul le sait. De Vos superstar. L'inaccessible étoile. Alors lorsque je serai devenu invisible et controverse, n'est-ce pas? S'est-il envolé vers la gloire ou est-il tombé dans l'oubli? Alors les uns, les inconditionnels, De Vos existent, je l'ai rencontré. Les autres, les mécréants, De Vos, si tu es là-haut, envoie-nous une preuve de ton existence. Alors moi, là, voilà. Bien, mesdames et messieurs, depuis que j'ai pris cette boule sur la tête, on dit que je délire. On dit divague, il extravague. Moi, extravaguer. Alors qu'il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Seulement, évidemment, il y a observer et observer. Hein. Ben, ça dépend du sens qu'on donne au mot observer. Exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence. Au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ils l'écoutent. Et tête baissée encore. Ils ne risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence, ils redoutent. Alors lorsque le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il l'a pas vu passer. Ah, s'il avait le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Évidemment que je ne dis pas que je vois passer un ange, parce qu'aussitôt dans la salle, il y a un doute qui plane. Et je le vois planer, le doute. Évidemment que je ne dis pas que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt les questions, n'est-ce pas? Comment ça plane, un doute? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute. C'est bien connu, si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. Il n'y a pas d'ombre sans doute. Et on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. Ben, s'il y a 100 ombres, s'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. Je ne sais pas comment vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Le doute, je vais le voir planer. Je veux dire, je vois planer un doute. Aussitôt, le silence va se faire. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe, et il faudra tout recommencer. Non, parce que, à propos de l'ange, on m'en pose aussi des questions insidieuses.
Dites-moi, votre ange là, de quel sexe est-il? Ah ben là, je suis obligé de laisser planer un doute parce que j'en sais rien. D'où vient-il? D'où voulez-vous que vienne un ange? Il vient du ciel. Et où va-t-il? Ah, il va vers sa chute. Parce que l'ange, attiré par la lumière des projecteurs, s'y précipite ébloui. L'ange s'y brûle les ailes et l'ange au choix. Et un ange qui a chu est déchu. Mesdames, Messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont tombés dans cette salle, nous allons observer une minute de silence. Il y a des doutes qui planent, je les vois, ça fait ça. Parce que les anges... Dites-moi, mais à propos de minutes de silence, le 11 novembre dernier, j'étais sous l'Arc de Triomphe. Le président de la République était en train de ranimer la flamme du tombeau. Oui. Toute l'armée française était sur le pied de guerre, au repos. Et tout d'un coup, à côté de moi, j'observe un soldat qui ne m'était pas inconnu. Alors, pendant la minute de silence, je lui dis... Ah, parce qu'on peut en dire des choses pendant une minute de silence. Je lui dis, dites-moi, votre visage ne m'est pas inconnu. Elle me dit, ça m'étonnerait, personne ne me connaît, moi-même, je ne me connais pas. Si pourtant vous faites bien partie d'un bataillon. Il me dit, oui, mais j'y suis inconnu. Je lui dis, vous êtes inconnu au bataillon. Si pourtant vous avez bien un nom. Il me dit, oui, on m'appelle Hep. Je dis, Hep, c'est pas un nom. Il me dit, non, c'est un diminutif. Mon véritable nom, c'est Hep, toi là-bas, oui, toi. Et puis la minute de silence se termine, je relève la tête. Il n'était plus là. Et tout d'un coup, je crois le reconnaître. Je dis, Hep, toi là-bas, oui, toi. Le président de la République se tourne vers moi et me dit, moi. J'ai dit, non, pas toi. Je ne l'ai pas reconnu. Mesdames, messieurs, les 5 petites cuillères dans les 5 verres. Oh, c'est très bien. Non seulement il rate, mais il rouspète. Oh, il rouspète surtout, il a toujours rouspété, l'essence augmente, l'essence a encore augmenté. Oh, vous y mettez un peu du vôtre, hein? Au lieu d'acheter des 25 et 30 litres, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à en prendre pour 100 francs. Moi, ça fait des années que j'en prends pour 100 francs, j'ai toujours payé le même prix. Pourquoi? Elle me dit, oui, mais vous allez de moins en moins loin. J'allais où je veux. Mon pianiste est un personnage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rue de la Gaîté, depuis quelque temps, il y a des sex shops partout. Et mon pianiste était là, il tambourinait sur la vitre. C'est un véritable scandale, retirez-moi ça tout de suite. Alors le vendeur est sorti, il a dit, retirez quoi? Il lui a dit, retirez la buée, on voit rien. Les 5 cuillères dans les 5 verres. Il va trop vite, qu'est-ce que ça fait? On va, et puis il rate. Mais qu'est-ce que oui, on fait tout trop vite. Vous avez remarqué ce que les gens marchent vite dans la rue? Récemment dans la rue, je rencontre un monsieur que je connaissais. Je vais pour lui serrer la main, le temps de faire le geste, il était passé. Eh ben, j'ai serré la main à un autre monsieur, moi, comme ça, qui lui tendait la sienne à un ami qui était déjà passé depuis 10 minutes. Attendez. Le soir, les gens, ils marchent comme ça, ils ont peur, alors ils sont pressés, comme ça, ils se parlent pas, ils se regardent pas, ils se heurtent. Ils descendent le métro, comme ça, le tourniquet, paf, paf. Les couloirs, les correspondances, ça correspond à rien, on sait pas. Bois de Vincennes. Oh, bois, mon cœur, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs. Le portillon automatique, le corps passe par la main. Ma main. Sur les quais, le métro arrive. Tadam, du bonnet. Les portes s'ouvrent.
mon portefeuille. Vous aussi, monsieur. Mes compliments. Pas vous? Suspect. Bastille. Bal, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu m'es apparu, inconnu, à la Bastille. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Votre montre? Pourtant, vous en avez 3 autour du poignet. C'est la vôtre que vous cherchez. Ah, Pont-Neuf. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, ah là 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 là, vieux bouquiniste, belle fleuriste, tout. Excusez-moi, mademoiselle. Voulez-vous danser, marquise? Voulez-vous danser le milieu? Vous descendez la prochaine, oui? Pas moi! Ça recommence les couloirs, faut sortir. Où est la sortie? Ah, voilà, les escaliers. Montmartre. Les escaliers de la butte sont durs ou miséreux. La sortie, l'air de Paris. Les grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de... Oh! Ça fait 2 fois. Je t'en répéter ici. Mais ça peut dire dans la salle. Je vois pas le rapport. Comment? La dame est là? Elle est là! Vous dites... Oh, la dame est là, la dame que j'ai invitée est arrivée. Elle est là. Ah! Une seconde, madame. Je vous présente tout de suite. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter une dame. C'est une proche parente à moi. Une proche parente, elle s'appelle Madame Clause. Dans le temps, elle tenait une agence de voyage. Je vous signale tout de suite qu'elle est assez extravagante. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, elle a donné une très grande réception chez elle. Et elle m'y a invité. Je lui suis rendu. Elle m'a reçu dans l'entrée comme ça. Venez, venez, que je vous présente à mes invités. Et elle m'a fait entrer dans un salon éclairé aux bougies, où il n'y avait personne. Mais personne. Et là, elle m'a présenté un tas de gens. Je vous présente monsieur un tel. Alors. Madame une telle. Mais hommages, ça. J'ai serré, baisé des mains dans l'espace. Il y avait un monde là-dedans. Au bout d'un certain temps que je jugeais raisonnable, tout de même, j'ai dit, madame, il est tard, il faut que je me rende au théâtre, le public m'attend. Oh, il me dit, j'aimerais tellement le connaître, votre public. J'ai dit, madame, à la première occasion, je vous le présenterai. L'occasion se présentant, je vais vous la présenter. Il y en a pour 2 minutes. Entrez, madame. Venez. Venez. Mais... Oh, mais non, elle n'ose plus. Allez. Ils sont très gentils. Je vous présente le public, madame. La parente en question. La parente, pas la parente. Hein? Vous êtes content? Non, il faut être raisonnable. Non, il faut rentrer. Dites. Oui, oui. Voulez-vous avoir l'obligeance de raccompagner cette dame en coulisses? Oh, bien sûr, oui, madame. Je vous téléphonerai, madame. Vous voyez qu'il croit n'importe quoi. Attention. Non, attention, Madame Clause existe, hein. Non, Madame Clause existe, je l'ai rencontrée. Hein, dans un univers parallèle. Ce qu'on appelle la 4e dimension, parce que cette 4e dimension, tout le monde en parle, et puis personne n'y est jamais entré, finalement. Parce que c'est un milieu très fermé. Si vous n'avez pas de relation, vous ne rentrez pas là-dedans. Moi, j'y suis entré par accident. Figurez-vous qu'un jour,
J'étais chez moi, comme ça, tout d'un coup, j'entends... C'est une lettre que le postier venait de glisser sous la porte. Je l'ouvre. C'était une invitation de Madame Close à une réception qu'elle donnait le soir même en sa maison. J'avais rien d'autre à faire, j'y suis allé. Je m'habille, je sors, je passe chez la fleuriste pour y acheter quelques fleurs, chez la crémière pour y acheter quelques petits beurres, petits fours, et j'arrive devant la maison Close dont la porte était ouverte. Et là, j'entends la voix de la concierge qui me dit « Monsieur, la maison Close est fermée. » Ben, je lui dis « Pourtant, la porte est ouverte, madame. » Elle me dit « Oui, mais la maison est close. » Je lui dis « J'ai une invitation de madame Close. » Elle me dit « Quelle madame Close ?» Je lui dis « C'est une proche parente à moi. Dans le temps, elle tenait une agence de voyage. » Ah, elle me dit « C'est au 36e étage. » Je dis « Merci, madame. » Je vais prendre l'ascenseur. J'ouvre la grille de l'ascenseur, je rentre dans l'ascenseur. Je ferme la grille de l'ascenseur. Je vais pour appuyer sur le bouton. Il n'y en avait pas. Pas de bouton dans un ascenseur. Je dis, ça doit s'expliquer. Hein. Bon. Si tant pis, je vais prendre l'escalier. Je sors de l'ascenseur. Je vais pour prendre l'escalier. Et je m'aperçois que l'escalier ne dépassait pas le plafond. Je dis, quand même, je vais voir dehors. Et je m'aperçois que l'immeuble n'avait pas d'étage. Et bien, ça expliquait pourquoi dans l'ascenseur, il n'y avait pas de bouton. Alors j'ai la concierge, je dis, madame la concierge, il n'y a pas de 36e dessus. Elle me dit, mais le 36e, c'est pas au-dessus, c'est en dessous. Et effectivement, l'escalier qui ne montait pas descendait. J'arrive dans les 36e dessous. Je tombe sur un mur, au milieu duquel il y avait un trou de serrure. Intrigué, je glisse un œil. Qu'est-ce que je vois? Mon œil qui était passé de l'autre côté. Ah, je dis, c'est pas possible. Alors j'enfonce mon doigt et j'en me le fous dans l'œil. Je retire ma main et je m'aperçois que mon doigt était resté dans la serrure. Je me dis, c'est peut-être ça la clé. Je me dis, c'est peut-être mon doigt, la clé. Alors avec les doigts qui me restaient, je tourne mon doigt dans la... Il n'allait pas, c'était pas le bon doigt. Bon. J'essaie l'autre. Trop gros. Enfin, tout le trousseau de doigts y est passé. Aucun doigt n'allait. Machinalement, pour réfléchir, je m'appuie contre le mur, vous savez, je passe au travers. Vous ne pouviez pas savoir ce que c'est que de passer à travers un mur. La jouissance qu'on éprouve. Parce que la quatrième dimension, ce n'est pas autre chose. C'est passer au travers d'eux, à travers tout. C'est le voyage dans l'espace. Et je me retrouve chez moi. Et tout d'un coup, j'entends, c'est une lettre que le postier venait de glisser sous la porte. Je l'ouvre, c'était une invitation de Madame Close à une réception qu'elle donnait le soir même en sa maison. Donc, j'avais pas rêvé. Et là, je me suis dit, non seulement je peux voyager dans l'espace, mais en plus, je peux voyager dans le temps. Alors, comme j'avais le temps, j'ai dit, je vais y aller. Je vais pour sortir et je m'aperçois que ma porte d'entrée était fermée à clé, mais de l'extérieur. Intrigué, je glisse un œil dans le trou de la serrure. Qu'est-ce que je vois? Mon œil qui était passé de l'autre côté. Ça m'a pas tellement surpris parce que c'était pas la première fois. Alors j'enfonce mon doigt, je me le refous dans l'œil. Comme quoi on fait toujours les mêmes bêtises. Et là, je réalise que puisque je suis dans la quatrième dimension, j'ai pas à passer par la porte, j'ai qu'à traverser le mur, comme tout le monde. Je passe à travers le mur. Et dehors, le ciel était dégagé. Ça, je m'en souviendrai toujours. Parce que je me suis fait l'observation suivante, tant mieux, tant qu'à faire qu'à voyager dans le temps, il vaut mieux que le temps soit beau. J'arrive devant la fleuriste, passe au travers comme une fleur. La crémière, comme dans du beurre. J'arrive devant la poste, je la franchis. Comme une lettre. Et j'arrive devant la maison Close, dont la porte était fermée, donc la maison était ouverte. Et je tombe sur la concierge. Une créature de rêve à 3 dimensions. Je vais pour les trains, je passe au travers. Alors là, je me suis dit, voyager dans le temps, c'est bien, mais il faudrait pouvoir s'arrêter l'espace d'un instant. Et je tombe dans les 36e dessous, sur Madame Close, qui me dit, venez, venez, que je vous présente à mes invités.
Elle me fait entrer dans un salon, éclairé aux bougies, tout ça. Et là, elle me présente un tas de gens. Je vous présente monsieur un tel, je dis, je connais, bonjour, comment ça va? Madame une telle, si je vous demande pardon. Mes hommages, madame. J'ai serré, baisé des mains. Bonjour, vous êtes là. Il y avait un monde là-dedans, finalement. Comment ça va? Au bout d'un certain temps que je jugeais raisonnable, mais j'ai dit, madame, il est tard. Il faut que je me rende au théâtre. Le public m'attend. Elle me dit, mon pianiste va se faire un plaisir de vous accompagner jusqu'au théâtre. Je vous téléphonerai. Essayez. On a dû se tromper de pantalon. Ça, c'est la bieuse. C'est la bieuse. C'est la bieuse. Hein? Ah oui, c'est la bieuse. Vous avez remarqué que la bieuse faisait tout le contraire de ce qu'on lui demandait. Vous lui demandez rouge et vous donne vert. Oui, c'est hein? Elle a l'esprit foncé, cette femme. Ah oui. Elle a l'esprit foncé. Ah oui. Vous savez qu'on a tous un peu l'esprit foncé. Ah oui. Vous savez comment on en arrive à avoir l'esprit foncé? Non, je sais pas. Ben, je vais vous le dire, par exemple, au début. Je voulais mettre une cravate comme ça. Alors ma femme me disait, quelle cravate veux-tu mettre? Veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là? Alors je lui dis, tiens, je vais mettre cette cravate-ci. Elle me disait, oh, pourquoi? Cette cravate-là est tellement mieux. Et je mettais cette cravate-là. Alors un jour, j'ai compris quand ma femme m'a dit, quelle cravate veux-tu mettre? Veux-tu mettre cette cravate-ci ou cette cravate-là? Quand je voulais mettre cette cravate-ci, j'ai dit, je voudrais mettre cette cravate-là. Elle m'a dit, oh, pourquoi? Cette cravate-ci est tellement mieux. Et j'ai mis cette cravate-ci, c'est celle que je voulais. Hein? Vous comprenez? Il n'a rien compris du tout. Bon, autre exemple. Non, je veux dire par là qu'on arrive à demander le contraire de ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on a l'esprit foncé. Bon, autre exemple. Je voulais acheter une paire de bretelles. Alors, ma femme me dit, la vendeuse me dit, quelle bretelle voulez-vous? Voulez-vous cette paire de bretelles-ci ou cette paire de bretelles-là? Alors, comme je voulais cette paire de bretelles-ci, j'ai dit, donnez-moi cette paire de bretelles-là. Et elle m'a vendu celle-là. C'est pas celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci parce que lorsque je suis rentré, ma femme me dit, mais pourquoi tu as acheté cette paire de bretelles-là? Je lui ai dit, je voulais pas cette paire de bretelles-là, je voulais cette paire de bretelles-ci. Mais la vendeuse m'a vendu celle-là. Alors elle me dit, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Enfin, en parlant de la vendeuse. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Alors elle a repris cette paire de bretelles-ci et elle m'a rapporté celle-là, c'est celle que je voulais. Vous comprenez ça? Oui. Autre exemple. Je voulais acheter une bicyclette. Alors la vendeuse me dit, quelle bicyclette voulez-vous? Cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? Alors j'ai dit, quelle différence il y a entre cette bicyclette-ci et cette bicyclette-là? Elle me dit, il y a une différence de selle. Elle me dit, la selle de cette bicyclette-ci n'est pas la même que la selle de cette bicyclette-là, comme la selle de cette bicyclette-là n'est pas la même que la selle de cette bicyclette-ci. Alors j'ai dit, donnez-moi cette bicyclette-ci avec la selle de celle-là. Elle me dit, la selle de cette bicyclette-ci va pas sur cette bicyclette-là, comme la selle de cette bicyclette-là va pas sur cette bicyclette-ci. J'ai dit, je n'ai pas l'autre bicyclette que celle-ci. Elle dit, si, mais elles n'ont pas d'autre selle que celle-là. Alors je lui ai posé la question subsidiaire. Ont-elles des sonnettes? Elle dit, sur cette bicyclette-ci, cette sonnette-ci qui fait, cette sonnette-là qui fait ci.
cette bicyclette-ci et cette sonnette-ci qui fait là. Histoire de plaisanter. J'ai dit, vous n'auriez pas une sonnette qui fasse do bémol. Elle l'a très mal pris. Très mal. Monsieur, voulez-vous cette bicyclette-ci ou cette bicyclette-là? J'ai dit, donnez-moi un vélo moteur. Elle me dit lequel, le rouge ou le vert? Et j'ai dit le rouge. Je suis sorti avec le vert parce que je suis daltonien. Daltonien? J'ai toujours été daltonien. Ah oui. Vous saviez pas que j'étais daltonien? Tout petit, j'étais déjà un petit daltonien. Il y en a des daltoniens, il y en a, oh là là. Je connais des daltoniens pervers. Je connais un daltonien chez qui tout le principe était inversé. C'est-à-dire qu'il voyait comme tout le monde. Un malade. Tous les écologistes sont daltoniens. Oui. Ils voient vert partout. Ils voient tout vert. Et quand ils ne voient pas vert, ils voient rouge. Si bien que lorsqu'ils votent, ils croient voter vert. Bon, ben, pourrais-je revoir mon portefeuille, s'il vous plaît, qui se trouve dans cette veste-ci? Ah oui. Passez-moi le mien qui se trouve dans cette veste. Ah oui. Il n'y a qu'à rester comme ça va très bien. C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité. On change de veste et vous regagnez votre siège. Vous avez vu comme il a chu? Quand on ne sait pas choir, on ne choix pas. Les gens savent plus choir. Hein. Ah, ils savent plus choir, ils savent s'asseoir, mais ils savent plus choir. Ils s'imaginent que choir, c'est des choirs. Choir n'est pas des choirs, un homme qui a chu n'est pas déchu. À la condition qu'il soit bien. Comme disait mon père, où que tu sois bien. Parce que mon père savait ce que c'était que le choir. Il avait été au bus de soirée, dans sous un chapiteau. Voilà. Il faisait ce qu'on appelait des entrées de chute, vous vous souvenez de ça? Ça consistait, n'est-ce pas, à entrer comme ça, à se laisser choir et à crier d'une voix perroquet, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdames. On l'appelait le perchoir, mon père. Il avait pas mal chu dans la sueur. Oui, merci, voilà. C'est un mot dangereux, il faut faire. Et il aurait voulu que je sois mieux que lui. Ah ben tout petit, il m'incitait à choir, comme ça. Il disait, choix, mon chouchou, dans la sucure. Il laissait choir son mouchoir de soie, il disait, choix comme ce mouchoir de soie, mon chou, choix léger. Qu'est-ce qu'il a pu me faire choir? Non seulement il me faisait choir chez moi, mais il m'envoyait choir chez les autres. C'est pas qu'on soit mal chez les autres, mais on soit mieux chez soi. Parce qu'on soit sans retenue. On soit pour soi. Ah ben chez les autres, avant de choir, il faut mettre des gants. Permettez que je sois ici, vous? Ou bien préférez-vous que je sois là, vous? Alors quand on a toujours chu dans les copeaux. Enfin, des tout petits copeaux, hein, oui, des tout petits, comme des chiures de mouche. Quand on a toujours chu dans la sueur, et que soudainement il faut choir sur le tapis, on ne choit pas dans son élément. On choit plus haut que son... Et quand vous avez mal chu, on vous le fait savoir. Vous avez vu comme il a chu, il manque de savoir choir. Combien de fois j'ai entendu, il manque de savoir choir, parce que dans un certain milieu, choir, ça s'apprend. Il y a les cours du choir. Je les ai suivis. Vous apprenez à choir en 3 choirs. Vous avez le pré-choir. C'est l'instant qui précède le moment où l'on choisit. Bon. 2, vous avez le choix, proprement dit. Alors là, on choisit où on peut. On n'a pas le choix.
Et puis 3, une fois chu, vous avez l'après-choir. J'ai eu des après-choirs difficiles, je ne pouvais plus m'asseoir. Comme au bout de 3 soirs, j'étais toujours pas fichu de bien choir, j'ai laissé tomber. Et un jour, mon père, enfin le père Chouard, me dit sois un peu devant moi, que je vois où tu en es sur le planchoir. J'étais pas chaud, mais je sois. Il me dit c'est pas que tu sois mal, mais tu soirais. Il me dit sois souple, sois comme un chat, regarde un chat choir et sois comme lui et tu choiras bien. Parce qu'un chat c'est choir. Un chien aussi c'est choir, mais moins bien qu'un chat. Un soir j'ai vu un chat choir sur un chien, un chiot, un petit chiot. C'est à la suite de tout un concours de circonstances. C'est-à-dire que le chat avait vu choir un perroquet de son perchoir, comme ça. Et il faut remonter plus haut, parce que le perroquet avait vu choir un mouchoir d'un séchoir. C'était le mouchoir du perchoir qui séchait, comme ça. Il y a un doute qui plane dans la salle. Alors, le perroquet, voyant le mouchoir choir, avait su d'où il était perché. Le chat, voyant le perroquet choir, s'était lancé à chaponchu. Et c'est là que le chat chut sur le chiot. Sous quoi le chat, le chiot a chu. Eh bien, le chouchou a moins bien chu que le chacha, que chichi. Attendez, le plus chouette, c'est la chute. Savez-vous, le perroquet poursuivi par le chat est venu s'échouer dans les pieds du perchoir qui faisait son entrée, qui venu s'échouer le perroquet. Alors, le perchoir, au lieu de faire une entrée de chute, a fait une chute d'entrée. Et c'est mal reçu. Au lieu de choir sur son géant, il a chu sur sa mâchoire. Il voulait dire quoi que ce soit. Finalement, c'est le perroquet qui perchait sur le perchoir a crié « Bonsoir, Sedam! Bonsoir, Sedam !» Ah, je vais vous mimer quelques objets, mesdames. Parce que lorsque j'ai entrepris, il faut que je le dise, lorsque j'ai entrepris de faire du mime, j'ai commencé par mimer des objets non identifiés. Qu'il s'agissait d'identifier, évidemment. Je peux vous donner un exemple. Essayez d'identifier cet objet-là. Une potiche, bravo monsieur, voilà. Hein, il suffit d'en avoir l'air, c'est pas très... Moi je peux avoir l'air de pas mal de choses. Une cruche, ah oui, très bien, alors là... Une cafetière, c'est facile. Oh. Une théière, c'est dans l'autre sens. Ah oui. D'ailleurs, l'inverse est valable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'identifient aux objets. Hein. Ah ben là, écoutez, je peux vous en parler parce qu'il m'est arrivé une aventure assez cocasse. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, une nuit, comme ça je dormais pas, j'attendais un coup de fil de l'objet de mes désirs qui refusait obstinément de devenir ma chose. Elle s'était entichée d'un autre objet, une armoire primitive. Enfin bref, je dormais pas. Et tout d'un coup, j'entends des bruits curieux, c'était les pieds de la table qui craquaient. Les pieds de la table qui craquaient. Entre parenthèses, c'est une table qui m'avait été offerte par l'objet de mes désirs, celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. Ben, c'est pour vous dire qu'il y a une relation entre la chose et l'objet. Bref. Les pieds de cette table craquaient. J'avais beau me dire que c'était le bois qui travaillait, tout de même, à 2h du matin, c'est pas une heure pour travailler. Et la question s'est posée à mon esprit, objets inanimés, avez-vous donc une âme? À ce fameux vers de Lamartine que chacun connaît, n'est-ce pas? Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Ce sont des vers de 12 pieds. Je les ai comptés. Et je me suis dit que pour répondre, honnêtement, à la question « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» le seul moyen était de devenir objet moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu un peigne. Pourquoi un peigne? Parce que c'est la première chose qui me soit passée par la tête.
une nuit, pendant mon sommeil, je retirais de ma poitrine une côte première. Écoutez, à ceux qui trouveraient ce récit extravagant, je répondrai que des côtes retirées, on en a vu d'autres. Il y a eu des précédents. Ben, c'est tout de même à partir de la côte d'Adam que Dieu créa la femme. Et moi, c'est à partir d'une de mes côtes que j'ai créé un pays. C'est aussi simple que ça. Mais c'est difficile à admettre, je sais. Hein. Je sais que c'est difficile à admettre. Moi-même, à mon réveil, quand je me suis vu, moi, homme, bien en chair, à côté de moi, peigne tout en os. Ah, j'ai douté. J'ai même eu recours à la radioscopie. Je suis allé voir Chancel. Tout de suite, il m'a dit, mais il vous manque une côte de veau. Parce qu'il est subtil. Il m'a dit, vous avez eu un accident? J'ai dit, non, Jacques, c'est de naissance. Sans préciser qu'il s'agissait de celle d'un objet. Bon. Alors, en sortant de la radioscopie, je suis allé présenter mes hommages à celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. Elle me reçoit en peignoir. Elle me dit, quel est l'objet de votre visite? J'ai failli lui répondre, je suis venu pour la chose. J'ai rectifié aussitôt, j'ai dit, je suis venu pour vous, cher objet. De qui j'ai attendu toute la nuit un coup de fil qui n'est pas venu. Elle me dit, oui, en ce moment, ma ligne est en dérangement, tout ça. Elle me dit, excusez-moi, je suis tout ébouriffé. Elle ouvre son sac et elle dit, tiens, j'ai perdu mon peigne. Vous voyez la relation objet-objet. Je lui passe le mien, et tandis qu'elle se coiffait, j'éprouvais une sensation curieuse. C'est comme si je lui passais la main dans les cheveux. Et elle me dit, il y a chez vous quelque chose qui m'échappe. Et dans le même temps, le peigne est tombé. J'ai simplement ressenti une vibration dans les dents. Parce que chez le peigne, ce sont toujours les dents qui prennent. Vous voyez la relation homme-objet, là. Alors j'ai ramassé mon peigne, j'ai glissé dans son sac, et je suis rentré chez moi. Quelle nuit! Quelle nuit j'ai passé en tant que peigne! Au fond de ce sac de femme. Oh, mesdames! L'intérieur de votre sac! Quelle fouillis! Charmant au demeurant, charmant. L'intérieur d'un sac de femme. Les parois de satin rose. Le petit mouchoir de dentelle teinté de rouge à lèvres. La brosse en soie, le fume-cigarette, le cliquetis des clés. Le froissement des billets doux, les parfums, les arômes, Oh, griserie, griserie, griserie. J'ai vécu au fond de ce sac de femme les heures les plus éblouissantes de mon existence de peigne. Le lendemain, on sonne. C'était l'objet de mes désirs qui me dit « Je viens vous rapporter le peigne que vous avez oublié dans mon sac. » Elle l'ouvre. Les parfums de la nuit. J'ai dit, non, gardez-moi encore près de vous, j'étais si bien à l'intérieur de votre sac. Elle me dit, que faisiez-vous à l'intérieur de mon sac? Je lui dis, j'attendais de votre part un coup de peigne qui n'est pas venu. Elle dit, vous vous portez bien, vous, en ce moment? Je dis, oui. Et vous? Elle me dit, moi, pas mal, sauf que depuis quelque temps, la nuit, j'ai les pieds qui craquent. J'ai repensé à la table, j'ai dit, c'est rien, c'est le bois qui travaille. Qu'est-ce que j'avais vu là? Elle me dit, mais je ne suis pas de bois. Elle a sorti mon peigne de son sac et clac. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine. La colère est montée. J'ai saisi la table par les pieds. Je l'ai prise à bras-le-corps. Elle dit, oh, mais c'est bon quand tu me prends. Vous voyez la relation femme-objet, là? J'ai eu juste le temps de déposer la table et de recevoir l'objet de mes désirs qui m'est tombé dans les bras, inanimé. Et c'est ainsi qu'elle est devenue ma chose. Mais
les choses n'étant que ce qu'elles sont, depuis que mes désirs sont sans objet, la nuit, lorsque je sens que le moral va craquer, je fais tourner la table et j'interroge. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer, un coup pour oui, deux coups pour non? Et la réponse vient d'un seul coup. C'est un oui franc et massif. Parce qu'il y a des gens qui décèdent des forces. Moi, je connais un monsieur qui fait bouger des objets à distance, sans les toucher, évidemment. Bon. Eh bien, exemple, il fixe une chaise, la chaise fout le camp, c'est comme ça qu'il déménage. Et moi, j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé de faire bouger des objets à distance, j'ai essayé sur une pendule. En fixant pendant un certain temps la grande aiguille, je suis arrivé à la faire bouger. Pas beaucoup, de ça à peu près, quoi. Mais ça m'a demandé 10 bonnes minutes. C'est pas mal. Vous avez déjà essayé de faire bouger des objets à distance? Oh non, jamais, mais enfin... Vous n'avez pas essayé, vous dites c'est pas malin. Alors évidemment, c'est pas malin. Moi, j'ai essayé de la faire bouger la chaise. Ben devant ces messieurs-là, j'ai essayé de la faire bouger, alors après, on dira si c'est malin ou si c'est pas malin. Non, parce que lorsqu'il s'est agi de choisir un pianiste, j'avais le choix entre ce pianiste-ci et ce pianiste-là. Je voulais ce pianiste-ci, et puis... Ils m'ont donné ce piano-là. Je vais essayer de la faire bouger la chaise. Oui, rien que par mon fluide. Voilà. Ça ne touche pas, hein? Non. Rien que par mon... Rien. Voilà. Rien que par mon fluide. Elle souffle. Souffle. Normalement, là, elle devrait partir. Les vents me sont contraires. Évidemment, c'est comme si j'avais la prétention de faire apparaître des objets dans l'espace. On dirait que c'est un illuminé. Si j'avais la prétention de faire fleurir spontanément cette plante verte, rien qu'en la fixant pendant un certain temps. Parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Vous avez vu, là? Mais qu'est-ce que j'y fasse? Et alors? Vous n'avez jamais vu de plantes détraquées ou quoi? Les plantes, c'est vivant, et comme tout ce qui est vivant, ça détraque. D'ailleurs, écoutez, vous n'avez qu'à surveiller vos plantes d'appartement, si vous en avez. Vous allez voir, de temps en temps, elles ont un étrange comportement. Dans mon jardin, j'ai un chêne. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il sent sa dernière heure arriver. Il sent déjà le sapin. Et j'ai observé que dès que la nuit tombait, il avait peur. Il a peur dans le noir, comme un enfant. C'est un arbre poltron. La nuit dernière, il y avait de l'orage. À chaque éclair, je voyais ses branches se hérisser sur son tronc. Tout ça dans un bruit de chêne. Parce qu'un chêne qui a peur, ça fait du bruit. C'est comme un claquement de dents, mais dehors. Ce sont ces glands qui, sous l'effet de la peur, s'entrechoquent. Ils claquent des glands. Autre exemple. Non. Autre exemple. Dans la pièce du bas, j'ai un lierre, vous savez, un lierre, qui grimpe le long du mur, je ne dis trop rien. Là, je fais celui qui ne voit pas tout ça. Ah ben, c'est qu'il en abuse. Mais il se déplace, il s'enroule autour des fauteuils, il grimpe. Vous savez comment il fait? Il tire sur ses racines, il ramène le pot sous lui, parce qu'il est très propre. Autre exemple.
Dans ma chambre, j'ai un pied de vigne. Un pied de vigne. Chaque fois que je me mets dans la tenue d'Adam, il y a une feuille. L'instinct. Une grande feuille. On va entendre dire que je fais du narcissisme. On va être... Oui, parfaitement. Ben, j'en ai fait. Du narcissisme. Ah oui, oui, oui. J'ai traversé une crise de... Je m'en suis sorti. Hein. Je vous la souhaite pas. Hein. La crise de narcissisme, je vous la souhaite pas. Le narcissisme, c'est se plaire. Se plaire. Ben, Narcisse était épris de lui-même en se contemplant dans l'eau d'une fontaine. Et moi, j'étais chez ma marchande de chaussures, en train d'essayer une paire de vernis, et en me penchant pour juger de l'effet, je me suis vu dans ma chaussure comme si j'y étais. Elle réfléchissait mon image. Comme de plus la surface d'une chaussure est courbe, convexe, elle faisait miroir déformant. Si bien que selon que j'approchais ou m'éloignais, mon visage changeait de pointure. Alors, fatalement, à un moment, j'étais beau. Alors là, je n'ai plus bougé. Je suis resté là, me mirer dans ma chaussure. Et plus je me mirais, plus je m'admirais. Je trouvais que j'avais de beaux yeux. Alors j'ai dit à la vendeuse, je crois que j'ai trouvé chaussures à mon pied. Elle me dit, vous avez de la chance? J'ai dit, oui, je suis verni. J'ai payé, sans même daigner jeter un regard sur la vendeuse. Et puis je me suis retrouvé dans la rue, à marcher tête baissée, je ne pouvais plus me quitter des yeux. Alors les gens qui me connaissaient, comment ça va? J'ai dit, ça va. Salut toi, salut. Les badauds, qu'est-ce que vous regardez? Ça me regarde. Les gens croyaient que je faisais du nombrilisme. Parce que c'est son trajet. Non, non, pas du tout, c'était bien du narcissisme. Et de la plus belle eau. Alors, les gens qui m'aimaient bien, ils essayaient de me distraire. Regarde là-haut, il y a un ange qui passe. Et je le sais, je le vois passer dans ma chaussure. Les psychiatres se sont penchés sur mon cas. Ils sont venus regarder dans ma chaussure pour voir s'ils m'y voyaient. Comme ils s'y voyaient aussi. Ils s'y miraient. Et plus ils s'y miraient, plus ils s'admiraient. Ils finissaient par ne plus voir qu'eux-mêmes, alors ils disaient, il y a un tas de gens dans les chaussures de Devos, sauf lui. Et un jour, quelqu'un m'a marché sur le pied. Le lendemain, j'avais une tête comme ça. Un menton en galoche. Je marchais à côté de mes pompes. Alors là, j'ai dit, c'est terminé, ça suffit comme ça. Je suis retourné voir la vendeuse, j'ai dit, mademoiselle, donnez-moi une autre paire de vernis, mais mat. Alors elle a chaussé ses lunettes, elle s'est penchée, et elle est restée là, à se mirer dans ma chaussure comme si elle y était. Et plus elle se mirait, plus je l'admirais. Elle avait quelque chose d'un ange. Alors depuis, on ne se quitte plus d'une semaine. Alors, mesdames et messieurs, si vous m'entendez dire, en regardant ma chaussure, tu as de beaux yeux, tu sais. Ce n'est plus du narcissisme, c'est de l'amour. De l'amour. Tu as les yeux bleus et tu es si jolie, tu jongles avec ma vie. Tu as la peau douce et tu fais mon malheur, tu jongles avec mon cœur. Tout le monde est jongleur, on joue tous avec la vie de quelqu'un. Et moi j'ai le cœur qui tourne et qui fait des bons. Où sont les autres musiciens? Musicien? Eh bien, le trombone, l'accordéoniste, le clarinettiste, où sont-ils? Mais il n'y a pas d'autres musiciens, ils sont pas là. Et où est le pianiste? Mais le pianiste, c'est moi. Ben, je vais pas continuer à accompagner au piano mon pianiste.
Bon, et qui va faire les cuivres alors? Les cuivres? Oui, les cuivres. C'est moi qui vais les faire, les cuivres. Ah bon? Déjà que c'est moi qui les fais, je vois pas pourquoi je les fais moi ici. On va pas être brillant, hein? Vous savez que mon pianiste et moi, au début, on ne pouvait pas se voir. Il y avait entre nous un mur d'incompréhension. Ici, exactement là, un mur d'incompréhension. Il y avait 15 incompréhensions en profondeur sur 8 incompréhensions en hauteur. Et au milieu, il y avait un trou de serrure. Attends. De temps en temps, il venait glisser un œil. Moi, j'y glissais le mien. Il croyait que c'était le sien. Il enfonçait son doigt et me foutait dans l'œil à chaque fois. Non seulement je fais les cuivres, mais je fais les sols aussi. Et pourquoi pas moi? Pourquoi n'y aurait-il que Chantal Goya? Bécassine, c'est ma cousine. Et alors, moi aussi, j'ai de la famille. Oh, ouais. Attention. Cousin Julio Iglesias. Au clair de la lune. Il est inimitable, c'est dommage. Et mon neveu Reyes. Il y a un air de famille, il faut dire la vérité. Non, mais là, j'ouvre une parenthèse. Pas entre guillemets, il faudrait mettre les mains, parce qu'il faut pas. Avez-vous déjà vu entrer une danseuse en coulisses, mesdames? C'est à elle d'entrer en scène. Elle sort de scène.
faire une petite sonnerie. L'attaque. L'attaque. Laissez-moi attaquer. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que je sonne l'attaque, je repense à mon grand-père. Ah, bah oui, je comprends, oui, monsieur. Parce que mon grand-père a rendu son dernier souffle dans ce cléon. Sur le champ de bataille, s'il vous plaît. Il sonnait l'attaque et l'ennemi a attaqué. Il a pris un boulet dans le pavillon, il a avalé l'embouchure et il a rendu l'arme. Alors quand on a rapporté son clairon à sa veuve, elle a dit « Mais quelle idée aussi d'aller faire de la musique dans un moment pareil !» Elle n'a pas compris. Alors mon père a repris flambeau, parce que mon père a fait toute la guerre en tant que clairon. D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle sonnerie. Il les a toutes faites. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit. Le destin des gens. Attention, il ne faut pas se tromper de sonnerie. C'est important une sonnerie, c'est important. Exemple, ouvrez le banc. Etc. Bon. Fermez le banc. C'est la même chose. Alors le soldat qui n'a pas entendu qu'on ouvrait le banc, et bien quand on le ferme, il croit qu'on l'ouvre. Et il attend qu'on le ferme. Quand on l'ouvre à nouveau, il croit que c'est la fermeture et il rentre chez lui. Et bien c'est comme ça qu'on perd les guerres. Parce que les clairons, j'allais dire, ils sont tous un peu sonnés. Excusez-moi, hein. Ah bien, en ce qui concerne mon voisin, c'est vrai, mon voisin c'est mon professeur de clairon. Alors déjà pendant la guerre, il était porte-drapeau. Il a tellement pris l'habitude de brandir un drapeau que depuis qu'il n'a plus de drapeau, il brandit plus. Il est hébété parce qu'un homme qui brandit plus, il est hébété. Quelquefois, j'entends sa femme qui lui crie « Mais brandis autre chose !» Je lui dis « Non, c'est un drapeau, rien. » Elle lui crie « Accroche un drap blanc au bout d'un manche à balai, brandis-le !» Alors lui, capitulé, jamais. Depuis, il n'a pas d'oreille, il n'entend pas ce qu'il joue. Dites-donc à un clairon qu'il n'entend pas ce qu'il joue. Alors quand il me donne une leçon, il me dit « Écoutez, on perd un temps fou. » Alors il me dit, voulez-vous me prêter une oreille attentive? Parce qu'il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. Eh ben c'est faux. Eh ben c'est faux, il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux, hein? Ben, ça fait partie de ces phrases toutes faites, n'est-ce pas? J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins en sortir. Hein, il y a encore en littérature, qu'on voit ça évidemment. Évidemment, dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses. Des cris et des chuchotements, hein. De quoi vous faire dresser l'oreille. Le verbe ouïr, au présent, ça fait joie. Joie. Mais si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ben, il faudrait préciser, n'est-ce pas, Dieu que ce que joie est triste. Joie, tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il voit. Oyons-nous? Vous oyez? Il voit.
C'est bête. Loi. Et loi. Ce que nous ayons, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors... Louis de loi, oui! Pour peu que loi appartienne à Louis, alors là... Louis de loi de Louis, ah oui! Ah oui? Et que oui, Louis de loi de Louis? Et là, oui, ce que tout toi voir. Et quoi, tout toi? Tout toi voir, comme mon chien aboie le soir au fond des bois, tout toi voir, moi, quelle loi. Au passé, ça fait jouir. Il n'y a vraiment pas de quoi. À chaque fois, c'est pareil. Chaque fois que je parle de loi, je repense au petit poussin que j'ai mangé hier soir. Je leur dis ce qui m'est arrivé. Oui, il faut leur dire. Oui. Écoutez, hier soir, je suis entré dans une auberge, vous savez, pour y dîner, comme ça, et sur la carte, il y a marqué poussin rôti. Et j'ai commandé un poussin rôti. Et j'ai vu arriver un petit poussin dans une assiette. Ah, bien, j'en ai fait qu'une bouchée dans mon gros ventre. Un petit poussin. Vous avez déjà vu un petit poussin? C'est mignon à croquer. C'est une petite boule jaune comme ça fait cuit. Il n'était pas cuit. Et je l'ai mangé dans mon gros ventre. Ça aurait été une vieille poule encore, bon, une dure à cuire. Elle a vécu, elle a fait son temps, un petit poussin, a fait les petites sorties de sa coquille comme dans le ventre du moquet. J'aurais mieux fait d'aller faire cuire un œuf. Bon. Ça vaut rien mieux, hein. Ah oui. Ben, évidemment, chaque fois qu'on va se faire cuire un œuf, c'est comme si on envoyait un poussin se faire cuire. Mais qu'est-ce qui fait le poussin? C'est l'œuf. Puis on ne sait pas trop, parce qu'il y a quand même ce fameux dilemme que chacun connaît, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait l'œuf? C'est la poule. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qui fait la poule? C'est l'œuf. La question est, qui a commencé? Est-ce l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Ça peut pas être le coq, les coqs ne pondent pas d'œufs. Quoi qu'il n'y ait pas de poule sans œufs. Sans œufs, les coqs. Comme il n'y a pas de coq sans ailes. Sans ailes, les poules. Sans ailes, il n'y aurait plus ni coq, ni poule, ni poussin. Et puis, ce serait tant mieux, parce que j'aurais mangé autre chose. J'aurais mangé du veau. Un petit veau. Un vieux bœuf, bon, il a vécu, mais un petit veau. Vous n'avez jamais vu une petite tête de veau? À la vinaigrette. J'aurais bien fait de manger un œuf, parce que, comme on dit qu'il mange un œuf. Je suis comme l'ogre qui aurait mangé le petit poussin. Ah oui, un petit poussin. Vous avez déjà vu un petit pousset? C'est comme un petit poussin, mais avec des bottes. Là, je délire un peu, là. Hein. Chaque fois que la digestion se fait mal, je délire, je m'en rends compte. Parce que ce petit poussin, il m'est resté sur le cœur cette nuit. J'y ai pensé tout le temps. J'ai fait des cauchemars épouvantables cette nuit. J'ai rêvé, attendez, j'ai rêvé que j'étais le dompteur Jekyll et son lion Hyde.
Bah, c'est-à-dire que j'entrais dans la cage dans la peau du dompteur et j'en sortais dans celle du lion. Je vais vous conter la chose. Le dompteur Jekyll, des petits cheveux noirs, gominés, Julio. Petite moustache noire, il met sa pelisse en peluche, il sort de chez lui. Déjà, on sent qu'il a bouffé du lion. Il arrive au cirque, il se rend au vestiaire, il retire sa pelisse en peluche, il revêt sa tunique jaune, poussin. Il brosse ses petits cheveux noirs gominés, il lisse sa petite moustache noire, il rentre sur la piste. Mesdames et messieurs, vous êtes venus pour assister au repas du fauve, vous allez être servis. Faites entrer le lion, aïe, le lion, aïe. Crinière de lion. Moustache de lion. Peau de lion. Tout en fauve. Déjà, on sent qu'il y a longtemps qu'il n'a pas bouffé du dompteur. Dès que le lion aille, il est dans la cage, il cherche à en sortir. Pantomime du lion qui cherche à sortir de sa cage. Pantomime du dompteur qui cherche à y entrer. Pantomime du lion qui cherche à sortir de sa cage. Pantomime du dompteur qui cherche à y entrer. Le lion trouve la sortie, ouvre la porte et le dompteur entre. Pantomime du dompteur qui va mettre sa tête dans la gueule du fauve. Et au dernier moment, le dompteur Jekyll se dégonfle, mais il se dégonfle, littéralement. Il rapetisse sa vue d'œil, il devient tout petit. Le lion, voyant un tout petit dompteur, dans son gros ventre, un tout petit dompteur. Ça aurait été un vieux dompteur, bon. Il a vécu bien un petit dompteur. Avant de s'engouffrer dans les entrailles du fauve, le dompteur a le temps de crier « Et le spectacle continue !» Alors sur les gradins, les gens, tout ça, c'est du cirque à l'ancienne. Le lion repu, au lieu de gagner le bestiaire, il regagne le vestiaire, il retire sa crinière de lion. Dessous, il brosse ses petits cheveux noirs gominés. Il décolle sa grosse moustache de lion. Il brosse sa petite moustache noire. Il retire sa peau de lion. Et il revêt sa pelisse en peluche. Et le dompteur Jekyll rentre chez lui. Sitôt la porte fermée. Il retire ses petits cheveux noirs gominés. Dessous, il y a une crinière de lion. Il décolle sa petite moustache noire. Dessous, il y a une grosse moustache de lion. Et avant de retirer sa pelisse en peluche, il va ouvrir la fenêtre pour aérer un peu parce que ça commence à sentir le faux. Derrière mes verres, je vois tout petit. Je vois une toute petite salle avec des toutes petites têtes. Je vois un micro. Je vois un petit piano comme ça, avec une toute petite queue. Je vois un petit pianiste. Derrière mes verres, non seulement je vois tout petit, mais je vois tout de travers. Dans la rue, je traverse, il y a quand il y a une transversale que ça marche à peu près droit. Hier, je monte dans ma petite voiture qui était en travers, je mets mes verres de travers, ma ceinture en travers, enfin, jusque-là, tout est de travers, mais bien. Je fonce droit et je vois à travers mon petit pare-brise un petit quart de police. Un mini-car, un quart de car. On descend un petit gendarme à pied, avec deux petits pieds. Il brandit son petit bâton. Stop!
j'appuie sur mon petit frein, et puis ma petite voiture se met en travers. Je vois dans mon petit rétro, derrière un petit camion, comme ça, un petit poids lourd. Il me prend un revers, je perds mes verres, et je vois un immense agent de police avec un grand képi de travers, deux gros yeux. Donnez-moi vos petits papiers. Une toute petite voix. Je lui montre mes petits papiers. Il sort un gros crayon vert et il écrit sur une immense contravention mon petit nom. Un Vos. Il m'a dit, c'est plus cher. Ah, il m'a dit, c'est vous qui vous moquez de nos petits travers. Il m'a dit, mettez votre petit autographe. J'ai pris son gros crayon vert et j'ai écrit mon grand nom sur son immense contravention. Et ça m'a coûté une petite fortune. Oui, mon gros accordéon. Je le vois tout petit. Où est ma chaise? Ici, la chaise, ici. Oh, la vois comme ça. C'est pour mettre mes petites fesses. Je vais vous jouer Parlez-moi d'amour, mes tout petits. Tu as de beaux yeux. Mesdames, messieurs, j'ai jamais osé vous le dire, par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite sur scène, si vous le souhaitez. Je vous savais, gens intelligents. Je voudrais mourir comme Molière sur scène, même pas dans un fauteuil. Un strapontin suffirait à ma gloire. Savez-vous une chose? Si je mourais là tout de suite devant ces messieurs dames, je ne suis pas sûr que dans la salle il n'y ait pas quelqu'un qui crierait remboursé. Alors là, mesdames et messieurs, mettons-nous bien d'accord. Qu'il n'y ait personne pour suivre mon enterrement comme pour Molière, je veux bien. Qu'il n'y ait pas d'oraison funèbre comme pour Molière, je veux bien. Mais rembourser, jamais. D'ailleurs, mesdames et messieurs, vous savez fort bien qu'avec la conscience professionnelle qui me caractérise, s'il fallait que je meure devant vous, ce serait à la toute fin du spectacle. Avant que le rideau ne tombe dans la tradition molièresque et à guichet fermé. Entièrement vide, comme vous pouvez le constater, je vais faire apparaître une colombe à 2, 3, 4. Voilà, c'est un petit poussin dans mon front. Voici le sac de l'objet de mes désirs.
Le sac de... Je vais essayer d'introduire un peigne rouge. Je prends le petit cordon qui est à droite, le petit cordon qui est à gauche, je referme le sac, et il n'y a plus rien du tout, simplement un foulard de mille couleurs. Voici une aumônière. Une aumônière pour les croyants. Pour les non-croyants, c'est une quêteuse. Mesdames et messieurs, je vais vous faire apparaître une chose que vous n'avez jamais vue. Pour ce faire, je vous demanderai d'observer une minute de silence. Ça y est, je l'ai. Voici un ange qui passe. Os. J'ai cru voir un lapin. C'est un doute qui plane. Voulez-vous me passer ce verre, je vous prie? Il n'y a pas de verre, là? Mais je vous demande de me passer ce verre. Il n'y a pas de verre, il y a une bouteille, mais il n'y a pas de verre. Bon, ben, passez-moi les 4 bouteilles, alors. Non, il y a une bouteille. Ne discutez pas, je vous demande, écoutez. Je ne discute pas. Je vous dis, il y a une bouteille, vous me dites, passez-moi les 4 bouteilles. Ben, voilà, c'est tout. C'est un primitif. Je vous dis, il y a une bouteille, vous me dites, passez-moi les 4 bouteilles. Ben voilà, c'est tout. Je lui passe parce que je ne veux pas discuter avec ce type. Ah Et le non, il n'y en verre. a pas, il y en a un. Voici un jeu de cartes. Prenez une carte, n'importe laquelle au hasard. C'est malin. Et alors? Ah, ils ont tout vu. Voici un verre vert. Comment? J'annonce la couleur. Parce que je suis daltonien. Mais je vous l'ai dit que j'étais daltonien. Le vert, je le vois rouge. Et le rouge, je le bois vert. Autre exemple. Quand je dis que je vais me mettre au vert, je sous-entends que je vais me mettre au rouge. Voici un verre vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Et quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Et quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je ne me plains pas. Vous ne savez pas comment on arrête ce processus? Voici un carré rouge. Vous le voyez vert parce que je suis daltonien. Moi, ah non, je vois rouge. Mesdames, messieurs, je vais transformer ce carré en un cercle, c'est-à-dire que je vais résoudre la quadrature du cercle. Je la résous, 1, 2, 3, 4. C'est raté. Bon. Voici le tour des clés. Voici 3 trousseaux de clés que je mélange aussitôt. J'en fais disparaître un, il n'y en a plus que 2. 3 trousseaux, 2 trousseaux. 3 trousseaux. Alors les gens sont stupéfaits. Ils disent, mais enfin, quel artiste, comment peut-il faire disparaître aussi rapidement et apparaître là? Alors, évidemment, il y a un truc, mais ils ne se voient pas. Et les gens, ils sont étonnés. Ah, ils sont seuls. Alors, mesdames, voici un cas. C'est la quadrature du cercle vue sous un autre angle. Je me garderai bien de résoudre la quoi elle est résolue. Bon, voici un foulard bleu unique que je vais saupoudrer de confettis. Rien qu'en les gens, c'est trop tard. Alors, Mesdames, messieurs, je vais vous jouer sur mes verres la truite de Schubert. Chef.
La croûte de... La croûte de chou, chef. J'ai même mis un mis aussi, bon. Vite, là. Oh, j'en ai trop mis là. Là, ça va. Salut, madame, monsieur. Je vais vous chanter le petit caca. Et s'il en reste qu'un, dans mon petit caca, mon petit pouchin, mon petit pouchin. C'est là, madame, monsieur. Je vous dois. Qu'est-ce que je dois? Ah, ça va, madame, monsieur. Je vous dois une explication franche et claire à propos de vos matériels défectueux. Passez-le, madame, Parce que le matériel que vous voyez ici, normalement, il est entreposé en coulisses, qui est en coulisses là-bas. Bon. Et là-bas, en coulisses, il y a le pompier de service. Quand je suis arrivé ici, il me dit, monsieur, le feu s'est éteint. J'ai dit, c'est éteint quoi? Il dit, c'est éteint feu. Vous savez ce qu'il fait, le malheureux pompier? Il prélève dans chaque verre le sort et quantité d'alcool, alors ça ne se voit pas, mais ça s'entend à l'œil nu. Manifestement, tout ça est trop mal depuis tout l'espace. Si vous me permettez, je vais rehausser le tout d'une tournée générale, là. Oh, le gâchis. À propos de gâchis, mesdames, messieurs, je vais vous faire un discours électoral au cas où vous seriez en manque. Tout d'abord, mesdames, messieurs, je dois vous dire que je me suis fait tout seul et que je me suis raté. Pas beaucoup. J'ai d'autant plus de mérite à l'avouer que ça ne se voit pas tellement. Encore que personne ne m'ait jamais dit vous vous êtes réussi. Mais, tout au début, tandis que je me faisais, je voyais bien que je me faisais mal. Mais, comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient c'est bien fait, j'ai continué de me faire mal en croyant bien fait. Et quand j'ai vu la tournure que je prenais, j'ai arrêté les fois et je me suis laissé dans l'état où vous me voyez. Alors, on l'a dit, non seulement il est raté, mais en plus il n'est pas fini. Je préfère ne pas être fini parce qu'un homme fini, il est fini. Ah, que dit-on d'un homme fini? On dit c'est un homme fini. Moi, je suis inachevé, comme la symphonie de Schubert, dont je vais vous jouer la truite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus par quel côté on rit. J'ai le faux rire. Quelquefois, on me dit, mais le plus sérieusement du monde, on me dit, monsieur, pourquoi sur scène portez-vous une perruque? C'est faux. C'est pas une perruque. Ou alors c'est une fausse perruque. Non, non, ce sont mes vrais cheveux, mesdames et messieurs. Ce sont mes cheveux de tous les jours que je me suis laissé pousser. Comme on se laisse pousser la barbe. Pourquoi? Parce que dessous, j'ai un crâne chauve.
tout bosselé. J'ai voulu enfoncer une porte ouverte, je suis rentré dans la tête la première. Non seulement c'était une fausse porte, non plus, elle était fermée. Depuis, j'ai sur le haut du crâne une bosse en forme de chapeau pointu dans le tutu. Oh, monsieur, oui, monsieur, pourquoi sur scène vous maquillez-vous? Ça, vous avez l'air d'un vrai clown. Eh ben, c'est faux, c'est dans la vie que j'ai l'air d'un vrai clown. C'est pas vrai que c'est dans la vie. Oui. Oh, ben, si vous voyez mon visage de tous les jours, il n'est pas présentable. Bon, là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que j'ai un fond de teint. J'ai un fond de teint, enfin. Mais sous le phare, j'ai 2 grandes paupières blanches, surmontées de 2 sourcils en accent circonflexe. Sous mon faux nez, parce que le nez que je porte, il est faux, c'est un nez en carton-pâte, un nez postiche. Parce que dessous, j'ai un gros nez rouge naturel et il n'est pas beau. Sous mes faux cils, là, j'ai 2 petites larmes aux yeux qui dégoulinent sur une grande bouche fendue, là, ça, si bien qu'on ne sait jamais si je ris ou si je pleure. J'ai le faux rire. Oh, monsieur, oui, monsieur, pourquoi sur scène vous déguisez-vous? Vous avez l'air d'un vrai clown. C'est faux, c'est dans la vie que je me déguise. C'est pas vrai que c'est dans la vie que je me déguise. Si vous voyez mon costume de tous les jours, il n'est pas présent. Là, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que j'ai mon costume de scène par-dessus. Mais sous mon pantalon bleu, j'en ai un rose bourbon qui dégouline comme ça sur 2 grands pieds plats immenses. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont dans mes petits souliers. J'ai mis mes grands pieds plats dans les petits. Sous mon petit nez où les petits poissons verts, j'en ai un gros où les petits poissons rouges. Oh. Il n'y a que le faux col qui soit vrai. J'en ai mal à mon faux ventre. Parce que je suis un faux gros ventre. Un faux gros ventre. J'ai la fausse bosse du ventre comme Polichinelle avait la fausse bosse du dos. Alors le drame, c'est que lorsque je rentre la fausse bosse du ventre, j'ai la fausse bosse du dos qui sort. Alors de ventru, je deviens bossu. Faux ventre, faux dos, faux ventre, faux dos. Et quand ça glisse, faux cul. Fausse note. Oh, monsieur, oui, monsieur, pourquoi sur scène vous contrefaites-vous? Je ne me contrefais pas, monsieur. Je fais le chameau. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre à 4 pattes? J'attends les 2 pattes de devant, monsieur. Moi, je suis que les 2 pattes de derrière. Vous n'auriez pas vu passer une tête de chameau sur ces 2 pattes avant? Ben, j'ai bien vu passer un chameau, mais il était complet. Ça fait rien, monsieur, je prendrai le suivant. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. De Gianni Esposito, le clown. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. C'est plus à taper mon archer. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer un coup pour... Oui. D'une petite voix comme il n'en a jamais eu. D'une petite voix comme il n'en a jamais eu. Il chante l'amour et la joie sans être cru. Il chante l'amour et la joie sans être cru. Excusez-moi, j'ai eu un coup de pompe. C'est vous qui m'avez giflé par derrière. Devant tout le monde, devant mes amis. Vous m'avez ridiculisé. Jamais je vous pardonnerai.
Éteignez les lumières, puisque le clown est mort. Éteignez les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Tiens, un ange passe. Quelquefois, on me dit, comme on dit à tous ceux qui ont la prétention d'amuser les gens, on me dit, en dehors de faire le guignol comme ça, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça fait pas très sérieux. Moi, effectivement, je connais un fantaisiste, un danseur de claquettes. Parfois, chez lui, il se met devant sa glace, comme ça, il prend un chapeau, une canne, et puis... ça fait léger. D'autant que dans la pièce à côté, il y a un savant avec un grand front. Toute la journée, il est là. Il cherche à localiser un virus. Un petit virus. Ça aurait été un grand virus, bon. Et c'est important pour le bien de l'humanité, alors que dans la pièce à côté, il y a l'autre guignol avec son chapeau et sa canne. Oh là là, tout d'un coup, il se sent pas bien. Il a dû attraper un virus. Mais il sait pas lequel, alors il cherche. Alors que dans la pièce à côté, il y a le savant. Il a trouvé son virus! Alors de joie, il prend un chapeau, une canne et... Vous l'avez reconnu? Il m'arrive parfois de la danser dans la rue et personne ne fait attention. L'indifférence des gens. Récemment, je dansais la danse du fou dans la rue et tout d'un coup, j'entends crier au feu. Alors, je me précipite et puis je vois qu'il n'y avait pas le feu. Alors, comme celui qui avait crié au feu continue de crier au feu, moi, j'ai crié au fou. Hein? Alors, le fou qui avait crié au feu, quand il a entendu que je criais au fou, il a mis le feu. Pour pas passer pour un fou. Hein? Moi, quand j'ai vu que le fou avait mis le feu, j'ai crié au feu. Hein? Alors le fou a éteint le feu. Alors comme il n'y avait plus de feu et que je continue de crier au feu comme un fou, c'est moi qui l'ai enfermé. Hein? Alors maintenant, on peut bien crier au feu. Je m'en fous. Faut faire la part du fou qui est en soi. Comment on fait la part du feu? Alors moi, de temps en temps, je dévie. Je dis n'importe quoi. Ça me repose de mes raisonnements. Je lance des défis. J'écoute bien la lutte, je m'assure, je m'oppose. Je parle pour ne rien dire, je fais de la politique, quoi. Récemment, je suis allé dans une réunion politique pour y danser la danse du fou, et puis je me suis aperçu qu'il a dansé déjà. Alors, par contradiction, j'ai chanté « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Le plus beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. » Les gens « Il est fou, sortez-le, l'amour, parlons-en, parlez-moi d'amour. » Redites-moi. Alors les gens, cette parole, des actes. Faut le faire. Si,
J'ai lancé le défi, des coups de pied à la lune, je m'insurge contre tout ce qui m'oppresse. Les lois, la loi de la pesanteur, là. Je suis cloué au sol par la pesanteur primitive. Ah, la pesanteur me tient, la pesanteur. Je défie la pesanteur. Mon directeur, oui, monsieur le directeur, quand vous voudrez, monsieur le directeur. Je suis votre humble et dévoué. Serviteur, monsieur le directeur. Ah, le directeur me tient, le directeur. Ma femme, oui, ma chérie, je t'aime. Je ne te crois. Tu es ma passion. Ah, ma femme me tient. Tiens, ma femme. Là. Mesdames, messieurs, j'ai une fort mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous n'avons pas assez de lits pour tout le monde. Et là, nous sommes de retour dans le réel. Ah, nous serions encore dans l'imaginaire, à la rigueur, nous pourrions tous coucher dans le même lit, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, il va falloir que nous nous séparions. Je vous demanderai de reprendre vos esprits, afin qu'on ne vous retrouve pas rue de la Gaîté comme on retrouve la plupart des spectateurs qui sortent d'ici. D'où sortez-vous? De chez De Vos. Vous pouvez rentrer chez vous, mesdames, messieurs. Maintenant, si vous n'avez pas de moyens de locomotion, je peux vous en indiquer. Il faut faire un peu de mime. Il faut le mimer, évidemment. C'est facile. Moi, lorsque j'ai entrepris de faire du mime, j'ai commencé par mimer la marche sur place, comme ça. Et très vite, j'ai compris que ça ne me menait pas loin. Pour ainsi dire, nulle part, on fait se piétiner. Alors, je me suis adjoint une monture et j'ai mimé le cavalier sur sa monture. Ce que je vous propose de faire. Dans la rue, ils font pas attention, ils sont habitués. Alors, à partir de la ceinture, le haut, c'est l'homme, une moitié d'homme. Oui. Et sous la ceinture, c'est le cheval. Entier. Enfin, coupé ici, mais bon. Alors, à partir de la ceinture, le haut, c'est l'intelligence, l'esprit qui domine, et sous la ceinture, et la bête. Le tout est de bien attacher sa ceinture. Ah ben parce que vous avez des spectateurs, la ceinture, ils s'attachent autour du cou comme un licou. Alors ça leur fait deux grandes jambes sur une toute petite tête. Alors ils courent vite, mais ils pensent pas beaucoup. Oh, ne faites pas comme le spectateur. Il y a 8 jours, un spectateur. Il y a 8 jours, un spectateur. La bête lui était montée à la tête. Il se prenait pour un cheval. Un cheval mime. Mais un cheval. Alors il mimait la monture sous son cavalier. Et bien, c'est-à-dire qu'à partir de la ceinture, tout ce qui était en dessous, c'était l'intelligence, l'esprit qui domine, et tout ce qui était au-dessus, c'était la bête. La bête humaine, mais la bête. Non, il faut penser comme un homme et marcher comme une bête. Voilà. Et quand la bête est matée, on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Voilà une bête qui est bien montée. Restons au-dessus de la ceinture, voulez-vous, mesdames? Voilà comment je voudrais vous voir tout à l'heure rue de la Gaîté, mesdames, messieurs. Dernière recommandation, ne faites pas comme les spectateurs hier soir dans le hall, un spectateur.
pour épater la galerie. Tenez-vous bien, il a voulu se mettre debout sur sa monture. L'impossible exploit! Alors le haut a su a eu, le bas a dia, double chute, double fracture, les deux mimes brancardiers se sont précipités à son secours, et comme ils mimaient la marche en place, ils ne sont jamais arrivés. Jamais. Heureusement que dans la salle, le médecin de service était aussi vétérinaire. Il a réduit les deux fractures pour ne plus faire qu'une seule facture que j'ai reçue. Bref, le haut étant remis sur pied et le bas sur pattes, le spectateur est rentré chez lui en cavalier manchot sur cheval unijambiste. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez rentrer chez vous en mimant la marche sur la lune, alors détachez vos ceintures, attachez vos prothèses. Alors, pour la descente du lait, Merci bien.